Bienvenue à votre tribune spéciale. Notre 5e numéro va tourner autour de la création de l'emploi et de la réduction du chômage en République démocratique du Congo, de face d'une même réalité. Sur ces plateaux avec moi, Jacques Fumundanza, cadre du Palou, Fumuntoto Basanga de la 3e voie, Steve Kiwata, cadre du Palou. À ma gauche, Fidèle Moussangu du journal Le Phare et José Nawej du journal Forum des As. C'est donc avec ses confrères que je vais commencer cette tribune qui s'inspire du reste d'une autre tribune publiée dernièrement dans la presse écrite par Adolphe Muzito, député national et ancien Premier ministre, intitulé « Le chômage en République démocratique du Congo ». Hier, aujourd'hui et demain, José Nawej. Cette tribune, celle-là, d'Adolphe Muzito, est sortie dans le Forum des As. J'imagine, comme professionnel des médias et comme intellectuel, vous avez eu à prendre connaissance. Quelle analyse faites-vous comme ça? D'abord, c'est un vaste sujet, s'il en est, le sujet du chômage. Un vaste sujet parce que depuis pratiquement 3 décennies, ça ne nous rajeunit pas, le chômage est devenu dans notre pays la règle et le travail l'exception. C'est un vaste sujet aussi parce que dans notre pays, les statistiques depuis un certain temps sont sujettes à caution. Pourquoi les statistiques sont sujettes à caution? Parce que, précisément, nous tous, nous sommes quasiment dans l'informel. Tout est dans l'informel. On ne sait pas ce que je gagne, on ne sait pas ce que Fidèle gagne, parce que, justement, les statistiques officielles ne sont plus tout à fait déceisantes chez nous pour plusieurs raisons. Donc, ça fait que nous abordons un sujet dans lequel il y a à boire et à manger, a priori. Mais le mérite du gouvernement Matata, d'abord, c'est de s'être essayé sur un terrain très glissant et très mouvant chez nous. Le mérite aussi du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Muzito, c'est d'avoir contribué à ce débat-là qui vient de commencer sur la problématique du chômage. Je préfère d'ailleurs parler plus du chômage que de l'emploi. Oui, parce que c'est d'abord le chômage qui intéresse le plus grand nombre, l'emploi étant un luxe. Et donc voilà, j'ai posé le problème dans sa globalité. Maintenant, là-dedans, j'observe qu'il y a eu 2 approches. L'approche du gouvernement, qui était une approche intentinée optimiste, et c'est de bonne guerre, où le gouvernement a dit, de 2012 à nos jours, il se crée 100 000 emplois, je crois, chaque année. Donc de plus en plus d'emplois. Et le gouvernement intègre aussi une notion des indépendants. Donc des gens qui sont installés à leur compte. Encore faudra-t-il savoir, est-ce que tous ces gens qui sont installés à leur compte dans un pays où l'informel prédomine, est-ce que ces gens-là qui s'installent à leur compte, est-ce qu'ils les déclarent? Est-ce qu'on peut les quantifier? Vaste sujet aussi. Et face à cette approche, l'ancien Premier ministre, il va aussi de son approche. Mais c'est plutôt la conclusion qui m'intéresse dans cette étude, dans cette tribune d'Adolphe Muzito. Cette conclusion nous montre très bien que le chômage a cessé de n'être qu'un problème politique. Ça devrait nous alerter. C'est pourquoi nous avons titré l'alerte de Muzito. Le chômage a débordé du simple cadre économique. Nous ne parlons plus du cadre socio-économique. C'est devenu un problème de sécurité, non seulement nationale, mais même régionale et internationale. Je termine en disant un clin d'œil à l'actualité actuelle, à l'actualité en cours, j'allais dire. Prenez la question des migrants. Oui. Tous ces migrants qui vont dans ce qu'ils considèrent comme l'Eldorado européen, mais ils cherchent quoi là-bas? Ils sont en quête d'emploi. Donc, ça pose un problème de sécurité, ça devrait nous interpeller. Toujours dans l'actualité,
on a refoulé beaucoup de nos compatriotes du Congo-Brazzaville. Pas seulement, mais aussi d'Angola. Mais tous ces Congolais qui vont à l'extérieur, ils sont en quête d'un ailleurs meilleur. Nous sommes en plein dans notre sujet. Merci. Je passe tout de suite la parole à Fidèle Moussangou du journal Le Phare, dans lequel cette tribune a été également publiée. Le regard du journaliste est comment, Fidèle? Il faut d'abord saluer le courage de celui qui a fait cette tribune. Je parle d'Adolfo Muzito. Il a touché le point essentiel de la survie même du pays. Regardez en France, où Hollande avait, dans ses meetings de campagne avant de devenir président, il avait dit la courbe du chômage va baisser. Et il est l'objet de moqueries, jacqueries. Ceux qui se moquent de lui savent très bien qu'à sa place, peut-être il ne ferait pas mieux que lui. Alors ici, on a touché un problème de fond. José l'a dit, un problème de sécurité nationale, sous-régionale, internationale. Pourquoi? Aujourd'hui, nous comptons plus des compatriotes qui vont chercher du boulot, pas stupide, mais déshonorant, en Afrique du Sud, au Zimbabwe. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il y a des Congolais qui sont en Corée du Nord pour laver les cadavres. Et pourtant, là, il y a la famine. Parce qu'ils cherchent où gagner les fiscs de l'argent pour faire vivre leur famille. Donc, c'est ça, ils touchent du doigt le problème essentiel, qui devrait préoccuper tout le monde. J'ai l'impression qu'il devait y avoir un débat profond pendant même un mois à l'Assemblée nationale et au Sénat pour démontrer ou bien trouver les solutions à ce chômage. Parce que regardez, quand on nous dit que non, chaque année il y a 100 000 emplois, mais nous ne l'avons jamais senti. Bon, moi peut-être j'ai la chance, comme José, d'avoir vécu dans une province comme le Katanga, où il y avait le plein d'emploi à l'époque, partout il y avait le plein d'emploi. Mais j'arrive à Lumbashi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on a créé ici. J'ai fait le tour. En même temps, la population. Oui, ce qui fait que, voilà, même si on a créé Tenke Fungurume 4000 emplois, mais nous des chiens. Entre-temps, il y a combien de licenciés en économie qui ont des universités, instituts supérieurs? Donc les 4000 emplois ne valent rien par rapport à 10 000 finalistes à l'UNILU. Ne comptez pas Kinshasa, ne comptez pas au Kassai, qui viennent à Lumbashi parce qu'il y a du boulot. Ce qui fait que c'est une goutte dans l'océan. C'est ça le mérite de le dire. Donc ça devait susciter le monde entier, le Congolais, à prendre ce problème à corps. Alors, deuxième chose que je remarque ici, c'est un mérite. Le gouvernement a fait quand même un aveu. 100 000 emplois par mois, par an. D'accord. Mais pour 2 millions de demandeurs d'emploi par an. Mais ici, maintenant, je reviens à une autre alerte que Mouzit a faite. 1. Le Congo n'a pas de budget. Les gens l'ont pris pour un rêveur. Oui, il parle en tant que spécialiste. 2. Le Congo est un pays sous-endetté. Et il nous donne un exemple. La plus grande puissance économique mondiale, les États-Unis. 16 800 milliards de dollars de dettes. Et nous nous vantons de ne pas emprunter. Je me rappelle que les gens disaient, non, Mouzé est mort, il n'a jamais emprunté. Ah, du non. Même nous ici, nous vivons de l'emprunt. En principe, regardez, quand on vit le Ligue et le Mbaïsi, moi je vois le nombre de... Vous établissez un lien entre État sous-endetté et chômage? Oui, parce que regardez, je vous donne un exemple tout simplement ici. Imaginez Air Zaïre qui était le fleuron de l'aviation en Afrique ici. Si aujourd'hui on commence, on achète à crédit 10 avions seulement, ça veut dire que vous aurez pas moins de 10 000 emplois créés dans l'année. À Air Zaïre seulement, sans compter les emplois indirects. Les fournisseurs, là, c'est combien? Nous sommes à 30, 50 000 emplois créés par une société seulement. Maintenant, regardez le chemin de fer. Combien d'emplois ont créé? Les emplois directs. Voilà. Ensuite, regardez par exemple l'océan. Moi, je vais ici à la CNDC, là. J'ai des amis. On va revenir, Fidèle, un petit moment. Je vais revenir à vous parce que j'ai besoin quand même qu'on nous précise un peu, qu'on discute sur les concepts parce qu'il y a tout autour de l'emploi ou du chômage. Hein. Moi, j'ai dit ça, on les face d'une même réalité. Concept. À partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'un être humain est concerné par le chômage? Il y a des tranches d'âge, il y a une méthodologie pour lire. Donc, on va revenir tout à l'heure. Je voudrais donc demander à
Toto. Je m'embrouille souvent entre les deux Foumou, Zanza et Toto. Alors, pour nous aider à mieux appréhender les concepts qui sont autour du phénomène chômage ou création d'emploi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour vous permettre de bien satisfaire à notre public, il faut d'abord dire que le chômage est le contraire du travail. On ne peut pas parler du chômage s'il n'y a pas d'existence du travail. Mais le travail, c'est quoi? C'est une activité humaine qui permet aux travailleurs de mieux vivre et par exemple d'énuer les débuts du mois avec sécurité sociale et couverture sociale et sécurité de l'État. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde au Congo voilà ici qui travaille. Dit que le travail lui-même est à la fois un droit et un devoir sacré. Oui. Un droit parce que vous avez droit de vivre dans un environnement qui promeut l'émergence du travail, et un devoir parce que vous ne pouvez pas refuser de travailler lorsque vous vivez dans un environnement qui vous permet d'attraper le boulot. La première chose. La deuxième chose, il y a combien de travail en termes d'emploi? Dans la politique de Joseph Kabila, entre 2006 et 2011, il y avait un projet de société, je ne sais pas s'il continuait, de 5 chantiers. Et parmi les chantiers, il y a les chantiers emploi. Et lorsque nous parlons de la réduction du taux de chômage aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment les chantiers emploi est en exercice. Alors, dans ces chantiers-là, emploi, il y a combien d'emplois? Il y a les emplois publics qui sont concernés par le ministère de la fonction publique et ses services, et les emplois contraires de l'emploi public, ça veut dire privé, formel, informel, qui sont concernés par le ministère du Travail et ses services, notamment l'ONEM et aussi, pour Yen, le projet des Nations Unies, l'INSS et consorts. Maintenant, la première question qu'il faut savoir, les indépendants non formels, lorsqu'on veut les quantifier, on recourt à quel service pour les connaître, les sécuriser et les protéger? Oui, mais j'aurais aimé quand même, avant qu'on en arrive là, que vous nous parliez aussi de la tranche d'âge qui est concernée aujourd'hui. Justement, c'est là où je vais définir le chômage. Oui, oui. Maintenant, quand on dit chômer, on doit savoir qu'est-ce qui chôme. C'est l'âge du travail, l'intelligence du travail et la force du travail. Ça signifie quoi l'âge du travail? Ne peut être concerné dans le chômage que ceux qui sont dans la première phase de la majorité et dans la dernière phase de la majorité. Ça veut dire des jeunes qui atteignent 18 ans jusqu'à l'âge de 65-70 ans, suivant les cas, comme chez nous, ne sont concernés par les problèmes du chômage que les majeurs, c'est-à-dire à partir de 18 ans jusqu'à 65-70 ans. C'est ça la tranche d'âge. Mais alors, lorsqu'on veut dire qu'on a réduit ou augmenté les taux de chômage, on doit dire on a tiré les chiffres dans quelle tranche d'âge. Et c'est dans cette tranche d'âge-là, par exemple, la première phase de la majorité, où on trouve que chaque année, de l'école ou de l'âge majeur, nous enregistrons plus ou moins, et ça c'est le chiffre de la Banque mondiale centrale, de la Banque centrale, plus ou moins 2 millions de demandeurs d'emploi. Plus les anciens demandeurs d'emploi de l'année passée qui n'ont pas eu d'emploi. Alors si nous prenons les 2 millions de cette année, plus les 2 millions de l'année passée, moins 200 000, on a combien? 200 000, c'est-à-dire 100 000 4 millions de demandeurs de demande. 100 000 emplois créés par an. Voilà. Alors, nous prenons maintenant un chômeur, c'est encore qui? C'est aussi quelqu'un qui avait un emploi et qui l'a perdu. Nous devons aussi comptabiliser les taux d'emploi perdus lorsque nous voulons aussi établir les taux d'emploi créés. Un chômeur, mais il faut savoir qu'au Congo, il y a des gens qui sont dans la tranche d'âge de 18 à 65, 70 ans, mais qui ne sont plus des chômeurs. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas l'emploi. Ne peut être chômeur que la personne qui est en train de chercher l'emploi, mais soit qu'il a perdu ou qu'il ne l'a pas encore. C'est dans ce débat-là que nous attendions le gouvernement. Un chômeur, c'est aussi quelqu'un qui s'est spécialisé dans un domaine
et qui, à cause des manques réels de cadres d'émergence du travail, évolue dans un autre domaine, mais qui ne traite pas son intelligence avec qualité. Par exemple, un juriste qui devient un jureur. C'est un chômeur. D'accord, je vais revenir à vous tout à l'heure parce que ça me rappelle une boutade que vous m'aviez faite hors antenne. Mais bon, parlons chiffres, Jacques Foumou Nzanza. Ici, nous avons effectivement, avec un peu de chance, la régie pourra nous proposer tous ces tableaux. Nous avons des chiffres qui sont publiés par la Banque centrale régulièrement, inspirés, mis à disposition donc, par le gouvernement central, entre autres sur la situation du travail ou par conséquent du chômage. Alors, nous nous sommes basés sur 2 années pour pouvoir faire une analyse critique de tous ces chiffres. Je voudrais que vous nous aidiez à mieux les appréhender, parce que quand on rentre dans le monde des chiffres, on s'embrouille un peu. Parfois, le public ne suit pas. Essayez d'être un peu plus pédagogique, mais gagnons aussi le temps pour nous expliquer sur 2 années qu'est-ce qui a été fait et comment ça a été fait. Oui, merci pour la parole. Je crois que cette tribune, la 5e d'Adolphe Muzito, est intéressante parce qu'elle concerne tous les jeunes, elle concerne tous les hommes qui cherchent du travail à partir de l'âge probablement de 18 ans à 17 ans, c'est-à-dire ceux qui terminent. Mais sans vous faire la provocation, mais j'espère qu'il pourra en créer lui aussi après. Hein. Qui peut créer? Mais je parle de l'honorable Muzito. Oui, nous n'allons pas parler des individus, mais nous savons certainement que chacun de nous a peut-être un travailleur à la maison, etc. Est-ce qu'on peut qualifier ça comme de l'emploi? Nous ne savons pas. Enfin, l'emploi, effectivement, c'est le cœur même de la vie de tout citoyen. Et s'il y a un problème qu'on peut avoir, c'est le problème des chômeurs, parce que l'emploi anoblit l'homme. Le gouvernement, au mois de mai, a heureusement... Mais de cette année, 2015. Le mois dernier, effectivement, a publié des chiffres sur le chômage et l'emploi. Et il a affirmé, je crois qu'il a raison, qu'il se crée par an 100 000 emplois, de sorte que le taux de chômage... 100 000 emplois, c'est-à-dire les emplois cumulés dans le secteur privé et public. C'est ça. Mais prenant en compte, ça dépend, parce que ça dépend de la période par rapport à la méthode, nous allons en parler. Mais nous prenons de 2003 à 2012. Et depuis 2012, dit le gouvernement, depuis 2012, il s'est créé 100 000 emplois. Donc on peut imaginer que depuis 2012 à cette date, il y a eu 300 000 emplois. Oui, dans le pays. À raison de 100 000 par an, donc fois 3 ans. Voilà. Le résultat, c'est quoi? C'est que le taux de chômage est parti de 67% en 2000 à 43% en 2014. Et le gouvernement le projette même à 39% en 2015. Donc cette année, le chômage est réduit d'après les chiffres du gouvernement. Mais pour bien comprendre ces chiffres, et je crois que la réalisation devra montrer les tableaux, sans tableau, c'est difficile de comprendre les chiffres en les donnant comme ça. Le premier tableau nous donne l'évolution de la population active. Qu'est-ce qu'on appelle population active? C'est la population qui est arrivée à l'âge de travailler et qui cherche le travail. C'est-à-dire, on peut prendre 17 ans ou 18 ans jusqu'à 60 ans. En 2003, cette population était à 33 millions. La population active, c'est-à-dire celle qui était en train de chercher le travail. Et en 2015... 33 millions, c'est pratiquement la moitié de la population de la RDC. Pratiquement. La moitié, ça dépend de l'année. Maintenant, nous pouvons évaluer la population de la RDC à 70 millions ou à 80 millions. Oui. Donc, et elle est tombée, ou elle a augmenté, pardon, à 49 millions 784 000 habitants. La population active. Oui. Donc,
C'est-à-dire les gens qui ont besoin du travail. Les gens qui cherchent le travail. Oui. Et la même Banque centrale la donne dans un autre tableau à 51 millions. La population qui cherche le travail. Donc, par an, c'est encore les mêmes statistiques tirées de la Banque centrale. À partir de 2004, c'est 839 000 jusqu'à tomber à 1 900 000, pratiquement à 2 millions, l'augmentation par an de ceux qui cherchent le travail. Donc, comment résorber cela? Comment peut-on démontrer, chiffre à l'appui, que partant de ce taux-là, en 3 ans, que vous puissiez réaliser des performances en ne créant que 100 000 travailleurs ou emplois par an, renverser la courbe. C'est impossible parce que le chômage... Attendez, il faudrait qu'on aide les publics à vous suivre. Oui. Vous dites ceci clairement. Chaque année, il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont versées sur les marchés de l'emploi ou du chômage, hein, c'est cela? Oui. Et chaque année, il est créé 100 000 emplois. Oui. Alors, sur 3 ans, quand vous additionnez la demande en travail et l'offre en travail, ça ne donne pas les chiffres qui sont... Vous ne pouvez pas renverser, et c'est ainsi que nous allons le voir. Le gouvernement, en évaluant les emplois, a utilisé 2 méthodes. De 2003 à 2012, une méthode qui ne prend en compte que les travailleurs de la fonction publique et les travailleurs du secteur privé formel. Oui, 2 catégories. 2 catégories. Et de ces catégories-là, le chômage ne faisait qu'augmenter. Donc, et les emplois diminuaient. De 625 000 à 2003, emplois créés, en 2012, on est tombé à 103 emplois. Donc, vous voyez, la chute. 103 000 emplois en 2012, en utilisant la première méthode. Mais curieusement, à partir de 2012, et même en prenant ce chiffre de 2012, le gouvernement donne d'autres chiffres. Le résultat, c'est lequel? C'est que les emplois du secteur privé qui étaient, selon la première méthode, à 96% vont être renversés, et ça sera maintenant le secteur de ce qu'on appelle les indépendants, oui, qui vont dominer le marché. Ça c'est à partir de 2012. 2012. Oui, il y a eu création d'une 3e catégorie, oui. En plus du secteur privé et du secteur public, il y a eu les indépendants. Oui, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ceux qui viennent chercher de l'emploi sur le marché, 2 millions, plus ou moins, s'ils n'ont pas le travail à la fonction publique ou au secteur privé formel, ils sont indépendants. C'est le taux emploi, c'est les indépendants qui travaillent pour eux-mêmes. Est-ce que le gouvernement a raison, il a tort? Il faut examiner cela. Mais ça ne peut pas, il ne peut pas avoir totalement raison parce que ce n'est pas possible que tout ce qui arrive, quand il n'est pas à la fonction publique ou au secteur privé formel, nécessairement, il a un emploi. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il ne l'a pas non plus. Hein. C'est pourquoi la vérité serait au milieu, effectivement, et qu'il faut prendre en compte certainement l'informel, mais il faut utiliser des ratios qui permettent à ce qu'on prend quand même une certaine quantité, un certain pourcentage, peut-être 30%, 40%, 40%, pourquoi pas 50% pour les verser. D'accord, c'est la question que je vais poser à Maître Steve Kivata en ce qui concerne ces inadéquations, ces inadéquations entre les chiffres dans ces publications de la Banque centrale en ce qui concerne
le chômage et l'emploi. Les inadéquations, je pense que le directeur Fumunzanza les a relevées suffisamment. C'est de dire tout simplement que chaque année, le gouvernement lui-même affirme qu'il ne crée que 100 000 emplois par an. Déjà, on met ça entre guillemets, mais on lui accorde le bénéfice du doute parce qu'on ne dispose pas d'autres chiffres. Mais dans l'entretemps, par rapport au rapport de la Banque centrale, on reconnaît que le taux de croissance démographique est de 3%. Ce qui suppose, d'ailleurs, ce sont les chiffres de la Banque centrale, que chaque année, il y a 2 millions de nouveaux demandeurs d'emploi. Alors, s'il y a 100 000 emplois qui sont créés, c'est là, je vais tout simplement dire sur le plan mathématique, qu'il y a 1 900 000 qui ne trouvent pas de l'emploi, parce que le gouvernement n'en crée que 100 000. Oui. Mais malheureusement, depuis 2012, les gouvernements ont commencé à utiliser une nouvelle méthode d'évaluation du travailleur, en considérant 2 indépendants, c'est-à-dire des gens qui s'auto-emploient comme étant des travailleurs. C'est-à-dire le 1 900 000 qu'on sait situer, la Banque centrale, depuis 2012, a commencé à les considérer comme étant des auto-employeurs, de travailleurs indépendants. Et du coup, ça permet de régler le problème des chômages. De régler le problème du chômage. De manière fictive, à vous entendre parler. Effectivement. Pourquoi? C'est plus perceptible quand on fait une projection jusqu'en 2024. Avec cette méthode, en faisant une projection en 2024 et en 2025, on constate que le taux de chômage sera égal à 0. C'est-à-dire qu'on sera en plein emploi. En plein emploi. Et en 2015, le taux de chômage sera négatif. Mais ce qui est encore plus important, c'est quoi? C'est de demander au gouvernement de faire attention, de ne pas publier ce genre de chiffres. Pourquoi? Parce que déjà au Congo, nous n'avons pas de travailleurs réels au plein sens du terme. Dans le secteur du travail, d'abord le chiffre c'est quoi? On dit 4% de travailleurs, de gens qui travaillent sont dans le formel, c'est-à-dire ils sont du contractuel, et 96% sont des indépendants. Donc ils disposent pas des contrats. Or, quand on va dans les 4%, on voit que ce sont des travaux précaires. Ces travailleurs n'ont pas de couverture sociale. Dans l'administration publique, on nous parle très souvent de retraités, de gens, de vieux que l'on ne sait retraiter parce que le gouvernement n'a pas d'argent. Et quand on entre dans le privé, le chiffre de l'INSS nous dit qu'il n'y a que 1,8% de travailleurs, de 4% qui sont affiliés à l'INSS. Parce que selon ces chiffres-là, déjà la qualité dans tous les secteurs publics n'est même pas couvert par l'Institut national de sécurité sociale. Sur le statut de personnel de carrière au service de l'État, qu'on est en train de mettre en place un régime contributif au sein de la fonction publique. Donc déjà la qualité de ceux que nous considérons comme étant des travailleurs, ça pose problème. D'ailleurs, eux-mêmes, ces travailleurs se considèrent comme étant des chômeurs déguisés. Et d'ailleurs, même en Europe, quand vous y allez, tellement qu'en Europe, on donne des allocations chômage, il y a même un seuil. Vous pouvez être en train de travailler, mais il y a un seuil pour qu'on vous considère réellement comme étant travailleur. Alors, il y a un certain seuil où on se dit, bon, je pars demander des allocations chômage parce que ce qu'on me donne, ça ne représente pas une véritable rémunération. Donc déjà, c'est ça la situation. Alors, quand on entre chez les indépendants, et qui ne peuvent même pas rêver de la couverture sociale, et qui ne peuvent même pas rêver d'un revenu permanent chaque mois, et qui ne peuvent pas rêver d'avoir un endroit fixe où vendre. Parce que parmi ces indépendants, il y a ceux qu'on chasse en cours de route. Les gens qui ont de petites cabines, les gens qui ont des champs, le Congolais, le paysan qui a les champs à l'intérieur du pays, qui n'a pas de route pour écouler les marchandises, qui paye le Minerval avec un copeau de Massangou, c'est ceux-là qu'on veut considérer comme étant des travailleurs, des indépendants qui n'ont pas la possibilité d'obtenir les crédits auprès de la banque. Et surtout à l'intérieur du pays où le banque n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et quand on regarde bien, pour nous, on considère que ces statistiques ont double mauvaise conséquence. Premièrement, c'est par rapport au gouvernement lui-même. Les défis sont énormes. On a démontré à travers la 4e tribune que nous devons mobiliser beaucoup de ressources. On a situé les ressources à 110 milliards de dollars pour construire des routes, pour investir dans l'énergie électrique, pour permettre à ce que notre État qui est sous-endetté puisse arriver à un seuil acceptable pour être cheval partant à l'émergence à l'horizon 2030. Mais on a senti que le gouvernement
faisait plus ou moins sourd d'oreille et dormait sur ses lauriers, en ne mobilisant pas les recettes auprès du FMI et de la Banque mondiale, en n'étant pas un programme avec eux, moins encore avec les Chinois, et le gouvernement ne veut pas se désengager de l'État. Alors, ça veut dire tout simplement ceci. Si le gouvernement trouve que tout va bien, parce qu'il crée suffisamment d'emplois, alors le gouvernement va dire, pourquoi alors mobiliser les ressources auprès du FMI et de la Banque mondiale? Parce que j'en dispose assez, avec mes 6 milliards de ressources propres, je crée suffisamment d'emplois pour les Congolais, et en 2024, les travailleurs, les demandeurs d'emploi ne vont plus exister, alors je vais dormir sur mes lauriers. Pourtant, deuxième mauvaise conséquence, c'est que, dans l'entretemps, ces Koulouna qui constituent la conséquence du manque du travail de jeunes vont se professionnaliser et devenir des djihadistes. Et dans l'entretemps, si vous, les aînés au niveau parmi les journalistes l'ont dit, nous allons créer une insécurité au niveau régional. Vous l'aviez dit, à Brazza, on nous a chassés, mais ces jeunes ne dorment pas sur leur laurier. Ils trouvent que c'est là-bas qu'ils peuvent survivre et ils y vont toujours. En Angola, en Afrique du Sud, on a beau massacrer les Congolais, mais pour eux, mieux vaut être massacré, mais trouver quand même du travail. Donc, moralité, voilà, il faut plutôt créer réellement du travail. Il faut que le gouvernement reconnaisse que le secteur de l'emploi, c'est un secteur réel. Ça n'a pas commencé, le chômage n'a pas commencé avec le gouvernement actuel. Longtemps que nous avons ces problèmes de chômage et le gouvernement doit prendre le problème en main pour entamer de réformes nécessaires, des engagements de l'État, mobilisation des ressources pour investir dans les infrastructures. Merci. Justement, j'allais passer la parole à José Nawej. On dirait plutôt que le gouvernement est mis dos au mur par cette publication, cette tribune ici. Je ne sais pas si vous avez l'âme d'un avocat. Oui, pas l'avocat du diable, non, mais l'avocat quand même. Je n'ai pas voulu Disons ajouter. que dans le contexte qui est le nôtre, la transparence où les débats publics charrient un vrai danger, et nous voyons ces dangers, aussi bien par rapport aux chiffres donnés par le gouvernement que par rapport à la tribune. Le danger, c'est quoi? C'est d'abord d'un débat surréaliste. Voilà, nous sommes en train de parler de l'emploi. Quand vous dites à la cité, à l'intérieur du pays comme à Kinshasa, que nous créons dans ce pays 100 000 emplois, franchement, qui va vous croire? Parce que ça relève du surréalisme. Quand aussi vous faites une tribune, vous voyez le problème là où il est, tout ce que nous disons dans la tribune, l'homme de la rue va se dire, mais tous ces chiffres, ça rime à quoi? Parce qu'il y a un vécu social qui est le seul baromètre en la matière. Donc c'est un débat compliqué. Qu'est-ce qui complique davantage ce débat? Nous l'avons dit, je crois que c'est... Il est virtuel, il ne correspond pas à une réalité vécue. Voilà, c'est du surréalisme. Pourquoi aussi? Parce qu'en réalité, parler emploi, ça signifie que nous sommes dans un cadre formel. Il l'a bien défini. Or, la caractéristique de ce pays, ces dernières années, ça ne date pas de Matata, ça ne date pas de Mouzito, ça ne date pas de Kabila d'ailleurs, père comme fils, ça date d'il y a des années, et les deux pillages de 91 et de 93 n'ont fait qu'enfoncer, et nous enfoncer dans le trou. C'est que juste précisément, le débat, le premier défi, c'est d'abord de sortir de l'informel. Nous sommes 5 autour, 6 sur ce plateau. Si déjà nous ne nous rentrons pas dans les catégories formelles, qui vous mettez dans ces catégories-là? Si chaque Congolais doit vivre de l'addition des revenus qui sont précaires, alors nous parlons de quoi? Ça, c'est la première observation, et c'est profond. La deuxième observation, je crois que Fumuntoto plutôt a commencé à le dire, c'est que nous avons tort dans notre contexte de contextualiser, disons, de situer temporellement les problématiques. Nous ne pouvons pas nous situer dans le cadre d'un quinquennat. Nous avions eu un quinquennat estampillé, 5 chantiers. Comme on avait eu en 84, un septennat du social. Oui. Vous ne pouvez pas résoudre le problème de l'emploi dans ces pays en 5 ans. Vous ne pouvez pas.
au regard des chiffres, au regard de la pression démographique, de la croissance démographique, c'est fou de se dire, moi, dans 5 ans, je résous le problème de l'emploi. Vous les résolvez comment? Comment créer l'adéquation entre le marché de l'emploi et la demande dans laquelle il faut impliquer la croissance démographique? Je crois que ce débat est plus profond qu'il ne devait être. Ce n'est pas un débat entre le gouvernement, et d'ailleurs le Premier ministre Mouzito l'a dit, entre le gouvernement actuel et l'ancien Premier ministre Mouzito. Le débat dépasse largement le cadre de ces deux acteurs. Si il faut quand même le commencer. Parce oui, non, il faut le commencer en ayant les 2 pieds sur terre. Il ne faut pas qu'on soit dans les... Évidemment, nous sommes à l'ère et à l'heure du virtuel, mais nous ne devrons pas rester dans le virtuel. Ce débat implique quoi? Implique qu'on se dise, qu'on définisse les fondamentaux. Est-ce que nous pouvons parler du travail, de quelqu'un qui travaille, on l'a dit ici, sans sécurité sociale, sans un salaire rémunérateur? Parce que, écoutez, tout ce qu'on vous remet là, ce n'est pas nécessairement un salaire. Si vous avez payé les loyers, vous n'avez plus rien. Donc, vous ne travaillez pas. Si vous avez payé les minervales de votre enfant, les minervales seulement, et puis vous n'avez plus rien. Alors, vous vivez comment? De quoi parlons-nous? Voilà. Merci. Fidèle Moussangou. Écoutez, moi j'ai toujours en tête la fameuse phrase de John Kennedy dans son discours d'investiture. Il se disait, nous sommes en face des enjeux qui vont prendre même des décennies. Mais il disait, let's begin now. Commençons à nous battre. Donc c'est ça que dit José. On ne va pas résoudre en 5 ans, oui, mais on peut le faire. Ça veut dire, avec les capacités que nous avons dans ce pays béni de Dieu. Nous pouvons, je vais donner un exemple de CMDC, SNCC, il y a aussi par exemple le chemin de fer et le fleuve. Je donne un exemple, je suis reporter à la présidence, on reçoit le président de la Corée du Sud. Après la réception au Palais de la Nation, il va à l'Inter. Immédiatement après, on dit non, il sort. Oh, on voit l'homme sortir à pied et il marche rapidement. Il va vers le fleuve. Alors, tous les journalistes, nous courons. Il arrive là, il touche l'eau, il prend des photos, il a formé 20 minutes. Et puis il rentre. Alors, au dîner des galas, il dit, Monsieur le Président, maintenant je suis convaincu que je mourrai après avoir touché l'eau du fleuve Congo. Car à l'école primaire, au secondaire, à l'université, j'ai étudié le fleuve Congo. Maintenant, j'ai touché son eau et j'ai photographié. Alors, le président Kabila le regardait. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il est à côté du Grand Lac. Il a vécu en Tanzanie, à côté d'un océan. Il s'est dit, mais il ne se retrouve pas. Mais parce que lui, il est Congolais. Et le Sud-Coréen a touché à une source de richesse incommensurable qui peut créer des milliers d'emplois. Regardez seulement si quelqu'un fait des bateaux de transport entre Maluku et la ville. Des bateaux rapides. Donc, les travailleurs de Maluku peuvent venir à Kinshasa travailler, ils rentrent le soir. À Bukavu, ma ville natale, il y a la faculté de médecine qui se trouve quelque part vers Birava. Les étudiants vont au cours en bateau. Pas en véhicule. Il y a la route. Il y a le bateau qui prend le matin jusque là. Et ils rentrent le soir. Donc, nous avons, et c'est lui qui fait ces bateaux, les étudiants payent. Mais il fait son beurre là-dessus. Donc, il y a beaucoup de secteurs qu'on peut booster. Je parle par exemple le secteur de l'informel que l'on vante ici, parce que les chiffres sont faramineux et il fait peur. Nous, il ne doit pas faire peur. J'ai l'impression que le gouvernement Data n'a pas, d'abord, identifié tous les informels. C'est une estimation statistique. Mais si maintenant on crée un service au niveau de la DGI, tous les vendeurs de cartes de téléphonie cellulaire, on les identifie. Il ne faut pas les effrayer. On ne vous arrêtera pas. Maintenant, on veut vous protéger. Quand on les aura identifiés, on dit, monsieur, nous trouvons que vous générez ceci. Si vous gagnez $150 par jour, nous vous demandons de payer $1 par jour à l'État congolais. Il va le payer en chantant. Comme on dit, trop de taxes tue la taxe. Mais quand vous le dites taxe, tout le monde peut payer la taxe.
Tout à l'heure, j'ai vu la facture de régie des eaux. 41 000 francs, moi, ça fait 50 ans là. Je n'ai pas une usine de fabrication d'eau. Donc, du jour au lendemain, à la régie des eaux, on s'est réveillé, bon, on a besoin d'argent, allez, on change le taux d'imposition. Et là, maintenant qui va payer? Je peux ne pas payer, je ne les touche même pas. Ouais, donc, il y a moyen de dire non, nous réduisons le taux de facturation. Comme ça, l'habitant de Maloueka peut avoir de l'eau potable. Mais si nous mettons un prix exorbitant, même quand il descend avec son seau d'eau pour aller chercher de l'eau en Bizala, on le facture cher. Vous savez, moi j'ai été à Kigali, que je connais bien. À Kigali, la caractéristique, vous allez voir dans les vallées, là, parce que c'est une ville de la colline, il y a trop de bidons jaunes. Vous savez, ça appartient à qui? Ça appartient aux habitants. Le matin, il descend avec le bidon de 5 litres. Le soir, il remonte avec ça chez lui. C'est ça le Rwanda. Et le Rwanda a un problème d'eau. Dans 5 ans, ils devront acheter de l'eau au Congo. Parce qu'il n'y a pas de source d'eau au Rwanda. Même si on crée... Comment on va créer les collines? Revenons au Congo. Au Congo, nous avons des ressources tellement suffisantes que, José, en 5 ans, prenons un exemple. Le gouvernement prétend créer 100 000 emplois par an. Et si on crée 1 million d'emplois par an, donc, les 2 millions de demandeurs d'emploi, il ne reste qu'1 million. Donc, l'année suivante peut arriver à 1,50 million. Donc, à un moment donné, le gouvernement va absorber tous les demandeurs d'emploi. Parce qu'en même temps, c'est 2 millions aujourd'hui. Mais on continue au monde. Ça dit qu'il y a beaucoup de secteurs. Alors là, qu'est-ce qu'il faut? Je reviens à la prévision, à l'alerte de Mouzito. Un Congo, un pays sous-endetté, c'est qu'il faut maintenant pousser le gouvernement d'aller faire un emprunt international. Nous avons une garantie tellement suffisante que nous sommes même en mesure de refuser des prêts. Les 100 milliards là, nous pouvons les avoir. Je pense seulement les minières au Katanga, les minières qui courent au Bandundu. Vous savez, quand vous dites, José le sait, quand il y a une minière, les géologues disent non. Ici à Bukangalonzo, comme disait un ami à moi qui voulait se moquer, tourner en dérision sur Bukangalonzo, les Sud-Africains là-bas, le jour, ils font l'agriculture. La nuit, ils creusent le diamant. Après avoir chassé les Congolais. Alors, s'il y a du diamant quelque part, on amène les investisseurs. Monsieur, vous avez du diamant, étude de faisabilité, faites par des géologues congolais. Voici. Donc, il y a 500 milliards de dollars ici dans les 20 années. Messieurs, donnez-nous 100 milliards. Nous signons une garantie souveraine. Nous allons le rembourser si nous sommes sérieux. Donc, il y a moyen, en 5 ans, de construire des routes. Bon, en fait, bref, il y a le chômage chez nous. Oui. Ici, l'alerte de Mouzito, c'est une incitation à l'investissement, à des gros investissements, parce qu'il l'avait dit, le pays est sous-endetté. C'est une incitation à enrichir les provinces et avec les ressources humaines que nous avons. Tout à l'heure, je disais dans le journal le nombre d'universités que nous avons. Même Fidèle, si on dit que des universités qui ne sont pas viables. On va revenir là tout à l'heure. Moi, c'est plutôt, je voudrais m'adresser à Fomuntoto par rapport à une observation faite tout à l'heure dans le débat. Est-ce que tout ceci n'est quand même pas relatif? Est-ce que ces débats n'est pas trop détaché de la réalité des gens? Non, c'est la communication du gouvernement qui est trop détachée de la réalité. Alors que le débat que nous engageons aujourd'hui avec la réplique d'Adolphe Mouzito et nos analyses sur le plateau ici montrent que le débat est dans la réalité, mais plutôt la communication du gouvernement qui est à côté de la réalité. Pour 3 raisons. Un problème de vision. Tout système politique dans un pays traduit plus exactement les structures socio-économiques qui existent. Soit qu'on est en train de gérer les pays avec la vision socialiste, soit que dans le contraire, on est dans la vision libérale. La première question à poser, les performances ou contre-performances du gouvernement actuel sont réalisées dans quelle vision et ambition politique? Des engagements de l'État du secteur marchand, ouverture de l'État aux capitaux internationaux ou fermeture de l'État aux capitaux internationaux. Ça signifie quoi? Nous pouvons ouvrir notre pays aux capitaux internationaux ou ressources extérieures en ouvrant, en demandant à l'État de se désengager du secteur marchand avec 3 conséquences. Nous avons des actionnaires qui viennent investir
à Inga et d'autres secteurs. Nous produisons ensemble avec eux les ressources et chacun tire les dividendes par rapport à sa proportion d'intervention. 2. Nous pouvons avoir des obligateurs, c'est-à-dire des gens qui nous empruntent l'argent, qui entrent dans nos entreprises avec conséquence, création de l'emploi, et nous remboursons cet argent ayant versé et réalisé des performances ou non, ou bien que nous investissions en biotique. Par exemple, aussi nous disons, pour quitter Kinshasa jusqu'à Lumbashi, on a besoin d'une route. Que les grands financiers viennent construire ces routes et que par le système de péage, dans 25 ans, ils récupèrent leur somme d'argent. Le gouvernement nous dit non, nous comptons sur la fermeture du capital marchand, ça veut dire avec le financement de Sofide, avec le rétablissement des bateaux, tout ça, nous posons la question de savoir le gouvernement actuel est dans quelle vision politique? Désengagement de l'État ou intervention de l'État? C'est un gouvernement des socialistes ou c'est un gouvernement des libéraux? En politique, si la chose est mal conçue, elle ne peut jamais être bien appliquée. Donc le premier capital pour la politique, c'est la vision, c'est le projet de société. Deuxième élément, à quel niveau le problème se pose? Au niveau de la communication. Il y a 3 façons d'aborder les problèmes. Soit qu'on l'a mal posé, et donc les bonnes réponses sont mauvaises, soit qu'on ne veut pas l'aborder et on veut le résoudre. Et je crois, Steve l'a dit ici, que le problème du chômage en RDC n'est pas contextuel, il est structurel. Ça a été avant Kabila, nous l'avons avec Kabila et il va demeurer après Kabila. Est-ce que la meilleure façon de l'aborder, c'est dévier les débats? Nous avons 3 attentes. Il y a l'attente de la raison. Quel est le travail qu'il faut faire, même avec un gouvernement décidué, pour résoudre le problème du chômage? Ce n'est pas dans 5 ans que tous les Congolais vont trouver le travail. Ça, c'est la voie de la raison. L'attente de la population, c'est que la population pense que chaque gouvernement qui vient donner des réponses immédiates à tous ces problèmes. Et l'attente des politiques, c'est que nous devons connaître que malgré l'attente de la population, cette situation n'est pas faisable. Donc les uns choisissent la démagogie et les autres choisissent le réalisme. Malheureusement pour le gouvernement actuel, il a choisi la démagogie, croyant à l'ignorance de la population, ne sachant pas qu'il y a d'autres intellectuels dirigeants qui sont dans la masse non gouvernante. Et c'est là où, aujourd'hui, le mensonge du gouvernement va s'imprimer au grand jour et c'est une honte. Mais je parlais justement des relativiser, ce serait peut-être à ce niveau-là. En parlant chiffres, là je crois que vous remontez à la 3e catégorie qui a été créée, l'auto-emploi, disons-le comme ça. Mais dans cette rubrique-là, moi j'ai posé la question, on ne peut pas être affirmatif de manière catégorique, en ce sens que effectivement il y a aussi de l'emploi, c'est vrai, qui est peut-être encore embryonnaire, mais qui s'est créé là-dedans. Monsieur le journaliste, oui. Nous ne pouvons pas parler de l'emploi, augmenter ou diminuer sans... Ou créer du travail, si vous voulez. Non, attends, ou du travail sans connaître les secteurs naturels qui créent le travail. Oui, mais c'est un travail à affiner. C'est un travail à affiner, alors, à ce moment-là. Les secteurs primaires. L'agriculture au Congo est informelle et de cueillette. Comment on peut réaliser des performances en créant le chômage avec pareille agriculture? Mais vous oubliez, non, c'est sur ce point-là. Je voudrais quand même vous indiquer qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans l'arrière-pays, vous trouvez des pans d'agriculture mécanisée avec ce qu'il y a eu comme dotation en tracteur. C'est vrai, on en a fait n'importe quoi, mais ça se trouve bien là, dans l'arrière-pays. Ceux qui savent en faire bon usage les font. Donc, il y a quand même quelque chose. Mais c'est les journalistes. Nous ne disons pas que le gouvernement ne dit rien. Notre doute persiste sur les pourcentages de réduction du chômage. De quoi c'est là? J'étais en train de dire qu'il faudrait relativiser. C'est peut-être. Mais qui devait commencer par relativiser? Je termine s'il vous plaît mon raisonnement. Oui, deuxième élément, le secteur industriel, dans la phase embryonnaire. Le taux de production industrielle est faible. Manque d'électricité, manque de routes nationales. Alors dites-nous dans quel secteur? Prenons le secteur tertiaire. Notre commerce est extraverti et dans le contraire, c'est une économie d'équimoire que nous sommes en train d'appliquer. C'est comme pour dire, il y a augmentation du PIB, mais il n'y a jamais eu débat sur l'augmentation du produit national brut. Ça signifie quoi, monsieur le journaliste?
nous prenons la communication du gouvernement. Qu'est-ce que ce gouvernement veut dire? Prenons le chômage. 2000-2012. Nous sommes en 2000, à l'an 2000, le chômage est évalué à 67%. De 2000 à 2012, le chômage est à 51%, soit le taux de réduction de 16% pour le gouvernement. Jean-Pierre Bemba, prenons Antoine Gizenga, Adolphe Muzitu. Sur 12 ans, ils ont réduit de 16%. De 2012 à 2014, simplement, le gouvernement Matata vient de réduire à combien? À 8%. Soit pour communiquer que le travail de du gouvernement actuel est x3 supérieur par rapport à tous les gouvernements qui ont précédé. Et de 2014 à 2015, simplement, le taux est réduit à 49%. 39%. Comme pour dire qu'au Congo, ceux qui travaillent sont plus nombreux que ceux qui ne travaillent pas. C'est délirialisme, c'est démagogique, c'est maçon grossier. Et nous disons que le travail est dur. La situation du Congo est dure. Mais ce que nous disons au gouvernement, c'est qu'il y a lieu de dire la vérité, parce que nous savons que le défi est énorme. C'est cela que nous revenons à dire que nous ne pouvons pas continuer à espérer ou à croire ou à nous fonder sur l'ignorance de la population. On a donné la formule simple. Je vous en prie. 6 millions de demandes d'emploi, moins 300 000 emplois créés par 3 ans. Donc nous prenons 6 millions de demandes, moins 300, ça va nous donner 5 millions 700 demandes d'emploi qui n'ont pas reçu du travail. Comment quelqu'un qui a 300 sur 6 millions peut avoir 39% de réduction? S'il vous plaît, Foumou Nzaza, vous l'avez aussi dit, mais alors, tout c'est synthétisant. Qui a dit vrai et qui a dit faux finalement dans cette histoire? Non, mais quelque part dans la communication du gouvernement, il faut s'imaginer que ce n'est pas facile à suivre. Parce que vous ne pouvez pas, pour évaluer une situation, au cours de l'évaluation, vous changez de méthode sans revenir à la première période, comment vous avez procédé. C'est une supercherie selon vous? Quelque part, je ne comprends pas. Pourquoi, de 2003 à 2012, c'est le même gouvernement qui évalue le taux de chômage et le taux d'emploi. Il a une méthode. Et pour les 3 ans, il change de méthode. Quelque part, les chiffres ne peuvent pas être corrects par rapport aux 2 périodes. Parce que le gouvernement considérait la même période de 2003 à 2015. Et raisonnant dans l'absurde, je me dis, par... Mais maintenant, oui, puisque nous parlons de la tribune de Muzitu, lui dit que la vérité est au milieu. Il utilisait son expression. Voilà. On ne peut pas, dans la première méthode, oublier qu'il y a quand même l'informel et ne pas en tenir compte. Et dans la deuxième méthode, celle du gouvernement ici, c'est aussi, il faut penser que il faut tout prendre dans l'informel comme étant des indépendants. Donc il faut trouver un juste milieu qui prend un certain pourcentage de ce que nous appelons ici indépendant ou informel pour pouvoir consolider les chiffres. Sinon, vous prendrez une mauvaise décision en disant tout va très bien, tous les Congolais, tous les 2 millions qui se versent sur le marché ou du travail, et vous n'avez plus besoin de chercher comment booster l'emploi. On a parlé que dans cette situation du pays, Matata ou Muzitu ou n'importe qui ne peut pas renverser de cette manière-là, c'est impossible, le taux de chômage ou le taux d'emploi. C'est impossible, le chômage est endémique. On ne se décourage pas, 100 000 emplois par an, mais où il faut aller pour booster les emplois. Il y a des secteurs structurants, par exemple Exonatra, par exemple SNEL, par exemple Régie des eaux. Pourquoi la situation reste bloquée après qu'on ait transformé ces entreprises en entreprises commerciales? Pourquoi ça reste bloqué jusqu'aujourd'hui? On ne trouve pas le financement, on ne trouve pas de partenaires extérieurs pour venir
donner de l'argent frais pour rendre ces services performants pour le pays. Mais pourquoi? La question est là. Il y aurait beaucoup d'emplois. Pourquoi on dit structurant? Mais si l'ONATRA marchait bien, mais autour de l'ONATRA, il y aurait combien de petites sociétés pour fournir ceci ou cela? Si la SNEL pouvait marcher, il y aurait combien d'autres emplois, de petites et moyennes entreprises, autour de cette grande société, pour fournir également ceci ou cela? Le travail est là. Les infrastructures, je crois qu'on vous avez posé la question, qui faisait, ou c'est pas qui faisait le lien entre le chômage et la tribune qui parlait des infrastructures. C'est Fidel Moussango. Mais on ne peut que faire le lien. Sinon, comment vous allez réussir les infrastructures? Sinon, comment il y aura des emplois s'il n'y a pas de circulation? Si les marchandises ne peuvent pas aller facilement d'un point à un autre, si l'agriculteur ne peut pas acheminer sa production à un lieu de marché. Tout se tient, n'est-ce pas, Steve Kiwata, à ce qu'on comprend. Adolphe Mouzito, dans ses 5 publications, a un lien logique. Effectivement, le lien est vraiment facile à faire, tout simplement parce que c'est dans la 4e tribune où on interpelle le gouvernement, c'est vrai de manière intemporelle, ce n'est pas que ce gouvernement, mais tout gouvernement qui viendra gérer la République, pour lui dire que ce pays est devenu un État sous-endetté, donc avec une grande capacité de mobiliser des ressources pour construire des routes, pour construire des chemins de fer et pour investir dans l'énergie électrique, avec nos 6 milliards de dollars en ressources propres qu'on ne mobilise qu'à la hauteur de 70%, on ne peut pas rêver atteindre l'émergence. Et par après, on ne peut pas rêver créer beaucoup d'emplois. Et par après, c'est tout à fait normal que l'on puisse rebondir quand on sent que ce gouvernement semble nous dire que tous les indicateurs sont au vert et alors il n'a plus d'efforts à fournir. Donc cette 5e tribune vient au fait pour rappeler au gouvernement que les choses ne marchent pas comme sur de roulettes. Alors il faut réellement avoir de l'ambition. Mais aussi, c'est à travers nos entreprises publiques qui sont des entreprises structurantes. Elles-mêmes peuvent créer de l'emploi. Actuellement, elles disposent d'un effectif pléthorique. Elles ne peuvent pas actuellement engager. Pourtant, si elles étaient en pleine activité, elles pouvaient encore d'elles-mêmes créer des emplois. Mais ce qui est encore important, c'est quoi? C'est ça la caractéristique structurante de ces entreprises. Elles peuvent impacter sur l'économie. On vous a parlé de la SNEL, les taux de desserte en électricité de 9%. Comment pouvons-nous rêver d'avoir un secteur industriel avec un taux de desserte en électricité de 9%? Ça, c'est trop rêvé. Pendant qu'on sait que le seul secteur minier actuel, le ministre de Mines l'a dit, qu'on pourrait aller même à plus de 3000 tonnes de cuivre de production cette année, mais malheureusement, 3 millions de production de cuivre, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'électricité. Ça, c'est le ministre de Mines. Oui, c'est un problème endémique. À travers le désengagement de l'État, des entreprises publiques, nous pouvons aujourd'hui créer et des emplois directs et des emplois indirects parce que ces entreprises peuvent booster l'économie. Merci, monsieur. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous accompagner depuis que nous avons commencé cette série des débats citoyens. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur vos différentes chaînes. Merci une fois de plus.